Bonjour à toutes et à tous. On profite un petit peu de cette période du mois d'août, un petit peu plus calme en bourse, pour exposer davantage peut-être des points méthodologiques et vous parler un petit peu plus de ma méthode. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo où je vais vous parler de ma méthode, la narrative morphologie. Alors, la narrative morphologie, on va voir ce que c'est. On va voir en quoi ça consiste. Ce que je voudrais déjà vous dire, c'est que vous la retrouvez dans les deux livres suivants. L'investisseur gagnant, publié en juillet 2025, qui parle de la manière de choisir ses actions, parce que c'est le premier volet de cette méthode, et dans Portefeuille gagnant, portefeuille perdant, publié en mai 2026, qui est le deuxième volet et qui parle de la manière de construire, de bâtir et de faire vivre surtout un portefeuille. C'est très important. Voilà, je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo dans laquelle on va un petit peu parler de ma méthode. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et il y a une playlist premium aussi à laquelle vous pouvez accéder de formation continue premium où nous allons parler de choses et d'autres. Et pour ce week-end, pour ce dimanche, ça va être une vidéo de formation sur la place des liquidités dans un portefeuille. Et justement, je vais partir de là. Les liquidités dans un portefeuille. Alors, on vous donne souvent des conseils, des préceptes. Il faut avoir tant de liquidités, ça doit couvrir 2 mois de vos besoins, ça doit couvrir tant, ça doit être 10%, 20%. Mais ça ne veut rien dire, il faut toujours adapter à sa propre situation et au contexte du marché. Et ma méthode, la narrative morphologie, est une méthode qui s'adapte déjà à vous, parce qu'elle va vous, comment dirais-je, tenir compte de votre personnalité, de votre manière d'investir, du temps que vous avez pour investir, afin de construire un portefeuille qui vous corresponde, parce que c'est bien beau de dire il faut faire ci ou il faut faire ça, mais il faut construire une morphologie de portefeuille qui vous ressemble. Ça, c'est la première chose. Si on ne construit pas le bon portefeuille, on ne réussira pas. Et il faut que le portefeuille vous corresponde. Alors, il y a 2 morphologies de portefeuille que nous utilisons sur francebourse.com pour le portefeuille croissance et pour le portefeuille rendement. Ce sont des morphotypes de portefeuilles très différents. L'un est fondé beaucoup plus sur l'inertie, vraiment sur l'inertie, le portefeuille rendement. Du coup, on a une performance très régulière avec peu de volatilité. Et l'autre, le portefeuille croissance, est beaucoup plus fondé sur l'adaptativité, sur la longueur du portefeuille, parce que seule la longueur permet de s'adapter et d'être adaptatif et de pouvoir changer de direction facilement ou de pouvoir aller dans plusieurs directions. Je compare donc ces portefeuilles à des morphologies humaines. Le portefeuille rendement, j'appelle ça le portefeuille sumo, parce que c'est l'inertie, et le portefeuille adaptatif, j'appelle ça la géante serpentiforme, parce que ça ressemble un petit peu à un individu, je l'ai pris féminin en l'occurrence, très très grand, fin et souple, avec des lignes un petit peu plus pondérées, c'est-à-dire avec des points du corps qui sont un petit peu plus larges et plus lourds que les autres. Voilà, donc c'est une vision organique que j'ai de la construction des portefeuilles à travers la narrative morphologie. Une vision vraiment organique de la construction d'un portefeuille. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, c'est pas en 2 minutes que vous allez le comprendre évidemment, mais vous lisez mon livre, vous en saurez plus. Une fois que vous avez compris ça, donc que c'est pas le même portefeuille pour tout le monde, qu'il y a des styles, qu'on a une vision organique, il y a d'autres styles de portefeuille que je décris dans ce livre qui ne sont pas ni le sumo ni la géante serpentiforme, le portefeuille pyramidal, le portefeuille colonne, etc. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, il faut aussi savoir comment choisir les actions. Parce que c'est bien beau de savoir construire son portefeuille, mais à l'inverse, il faut savoir aussi choisir ses actions. Et dans l'autre sens aussi, je pourrais vous dire, c'est bien beau de savoir choisir ses actions, mais il faut aussi savoir construire son portefeuille. Eh bien, le choix des actions est basé, pour moi, sur l'observation sociologique des marchés.
essayez de voir les effets de mode qui traversent les marchés, les narratifs qui traversent les marchés. Le mot narratif est très important. Un narratif, c'est ce qu'une entreprise, par exemple, a à raconter au marché. Ça, c'est le narratif de l'entreprise. Le narratif, c'est aussi des narratifs dominants, c'est-à-dire des phénomènes sociaux, des faits sociaux dominants qui vont traverser l'esprit des gens, donc l'esprit des investisseurs, et donc créer les modes. Vous voyez ce que je veux dire ? On crée un fait social. Les médias peuvent être à l'origine de la création d'un fait social. Regardez, là, par exemple, je suis auprès d'un très beau monument qui est dans le Nord-Pas-de-Calais, qui s'appelle le Mont-Saint-Éloi. Peut-être certains d'entre vous vous demandiez depuis tout à l'heure de quoi il s'agit. Personne ne connaît. Personne ne connaît parce qu'il n'y a pas eu de narratif au sujet de ce monument. Si demain il y a un narratif, si demain les médias s'en emparent, si demain on vous dit qu'il faut aller voir, que c'est absolument génial et qu'il commence à y avoir des stars qui viennent, etc., eh bien, il va y avoir des petites buvettes qui vont s'installer autour, et puis des restaurants, et puis des hôtels, et puis ça va devenir un lieu de pèlerinage. Mais c'est comme ça que ça se fait. Et c'est comme ça que ça se construit. Les narratifs, comment ils se construisent et pourquoi ils se construisent. Comment les médias participent à construire les narratifs, comment les gouvernements participent à construire le narratif de l'IA actuellement et tout ça. Et bien sûr, tout ça, on ne le déconnecte pas de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique, et qui sont très importantes, hein, parce que déjà, on vous parle souvent de PER, Price Earning Ratio. Il faut savoir que le PER est l'indicateur du rang social d'une action. Lorsque je parle de ça à des analystes, au début, ils rigolent, mais quand ils réfléchissent, ils me disent tous, tu as raison, c'est exactement ça. Donc, c'est stupide de dire on n'achète pas au-dessus d'un PER de 15, mais ça dépend du narratif. Ça dépend du narratif. Et ça dépend à partir de quel moment le narratif va s'effondrer. Parce qu'un narratif ne dure pas éternellement. D'accord ? Et puis du narratif de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise a à raconter ? Donc un PER de 25, on peut acheter si on est sur un narratif porteur. Et avec des fondamentaux porteurs. Que l'entreprise aussi a un super narratif. Quasi-monopole, pas d'endettement, diversification internationale, un PDG dynamique qui sait parler aux gens, etc. Un PER de 30-35, à ce moment-là, peut être justifié. Il ne sera peut-être pas justifié pendant 20 ans, mais il peut être justifié pendant quelques années. À l'inverse, quand vous avez des PER de 3 ou 4 ou 5, c'est parce que l'entreprise n'a rien à raconter ou qu'elle est dans des narratifs très faibles. Mais attention, dans ce genre d'entreprise, des fois, ça devient très intéressant parce qu'il y a une sous-valorisation sociale et souvent une réévaluation. Je prends l'exemple des ESN. En début d'année, les ESN se sont effondrées. En 2025 aussi, elles s'étaient effondrées, les ESN. Et elles se sont effondrées parce que le narratif des ESN était mort. Alors on dit l'intelligence artificielle va remplacer tout ce qui est informatique, tout ce qui est, c'est un narratif d'hier, non, c'était un narratif sous-valorisé. Et là, il faut être capable de voir un petit peu quand les pertes de rang social sont injustifiées. C'est ce que j'explique dans l'investisseur gagnant, et c'est comme ça qu'est basée ma méthode sur ce plan-là. Voilà. La sociologie, c'est aussi voir lorsqu'il y a des fusions, essayer d'examiner les fusions dans une entreprise, quand une entreprise fusionne avec une autre, si elles sont de deux pays différents, est-ce que selon le secteur où la fusion se fait, est-ce qu'elles vont pouvoir s'acclimater, est-ce que les cultures, c'est-à-dire les normes et valeurs des deux pays sont compatibles ou pas. C'est tout ça, la narrative morphologie. C'est tout ça. Il y a un aspect sociologique relié à l'analyse fondamentale et à l'analyse technique, parce qu'on regarde aussi les indicateurs techniques et on se demande tout le temps qu'est-ce que le RSI à 75 ou à 80 veut dire de ce qui se passe derrière, du comportement des gens, du comportement mimétisme social, etc. ou pas. Et on se pose ce genre de questions pour le choix des actions, et puis ensuite on construit le portefeuille selon les principes que je vous ai indiqués au début de la vidéo. Donc c'est une méthode qui utilise l'analyse fondamentale et l'analyse technique, bien sûr qui utilise tous les faits macroéconomiques, mais qui les articule à partir de la sociologie, voire de l'anthropologie. Et pour la gestion d'un portefeuille, c'est une méthode qui part sur la biomécanique humaine et l'anthropologie corporelle. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu que ça touche à beaucoup de sciences. C'est la pensée complexe. Comme disait Edgar Morin, je suis assez fan du philosophe Edgar Morin, la pensée complexe, ne pas s'enfermer dans des modèles de pensée simples. Et pour la bourse aussi, et c'est ce qui permet de réussir et de faire de la performance. À très vite sur France Bourse TV.